va sortir de cette première partie de cet entretien de Cash Interview avec une question, peut-être la dernière pour cette première partie, autour de l'opposition. Est-ce que l'opposition a ses chances face au candidat, au président sortant, son Excellence le président Paul Biya, ou encore justement peut-être une question qui va nous amener à interroger les critères ou alors le profil du bon opposant justement en ce qui concerne cette élection présidentielle. Monsieur Limbilobé. C'est une question que vous devez poser plusieurs fois. À tous ceux qui passeront ici, jusqu'à ce que l'élection ait lieu. L'opposition a beaucoup de chances de gagner. D'accord. Les chances de l'opposition sont au maximum actuellement. Les chiffres des élections nous les montrent. Il ne s'agit pas d'insulter Paul Biya, non. Regardez les chiffres. Et c'est cet exercice que beaucoup de turiféraires qui transforment vos plateaux de télévision en espace théâtral viennent. Vous me voyez, je marche avec tous ces documents. C'est pour que ce que je dis soit assis sur la réalité. Il ne s'agit pas d'enseigner aux gens ce qui sort de ma tête. En 2011, première élection que Elections Cameroun organise, Paul Biya a eu 3 772 527 voix sur les 7 521 651 personnes inscrites. Le mauvais fichier que nous avons combattu. Et là-dedans, Paul Biya a eu 50,15%. C'est-à-dire presque la moitié. D'ailleurs, la moitié est la moitié, oui, pratiquement. De gens inscrits ont voté pour Paul Biya. Et les camps, qui est notre bébé, a dissous ce fichier électoral. C'est pour ça que je n'aime pas que ceux qui étaient au service de ce régime-là hier se prévalent aujourd'hui d'être des super opposants. Et leur tir, c'est sur notre bébé et les camps que nous devons encourager à aller de l'avant. Parce que quand il a fait son fichier, on est tombé à 6 667 754 inscrits. Et là, Paul Biya a eu 2 521 934 voix. C'est-à-dire 37,8% du corps électoral. Je ne suis pas en train de parler du pourcentage par rapport au suffrage valablement exprimé. Tout à fait. Parce que pour les suffrages valablement exprimés, on compare le nombre de voix que Paul Biya a obtenu au nombre de personnes qui ont voté. Et là, il a eu 77%. Et on dit que c'est très bien. Mais en réalité, il faut comparer, pour bien asseoir la légitimité de l'élu, comparer à la masse de ceux qui étaient inscrits. Ceux qui étaient inscrits, c'est 6 667 000. Ceux qui ont voté Paul Biya sont 2 521 000. Ils sont 37,8%. Vous savez combien de voix Paul Biya a perdu? 1 250 593 voix. Passant de 2011 à 2018. Les gens de son propre camp qui le votent, qui l'ont toujours voté, ils ont baissé d'1 250 000 voix. C'est extrêmement important de savoir ça. Ça montre la désaffection dans son propre camp. Ce ne sont pas nous les opposants. Ce n'est pas les gens du peuple de changement qui ont cessé de le voter. Nous, on ne l'a jamais voté. En 2011, là, quand il a eu 3 772 000 voix, ce n'étaient pas les gens qui voulaient le changement qui étaient là-bas. Il y avait là-bas, dans ces 3 772 000 voix, il y avait les doublons pleins comme ça. Les bandits du RDPC qui ont voté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Parce que le fichier l'autorisait. Maintenant, Hélène Kaba a saigné le fichier. Le vote ne peut plus être multiple. Du coup, la réalité de la popularité du président Biya se fait voir. D'où ces chiffres. Il tombe à 2 500 000. Alors, quand vous voyez que le président, en 7 ans, 2011-2018, perd dans son coin
1 250 593 voix, nous sommes en droit de dire, est-ce que sa gouvernance s'est améliorée entre 2018 et 2025 pour qu'il regagne en voix? La gouvernance ne s'est pas améliorée, elle s'est plutôt détériorée. Le président affiche des signes de fatigue. Le président est de plus en plus éloigné du gouvernement. Il ne rencontre plus ses ministres. La preuve, le dernier conseil des ministres s'est tenu en 2019, si je ne me trompe pas. De 2019 à aujourd'hui, le président n'a rencontré aucun ministre pour lui dire « Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça ?» Mais si je te lis les préoccupations du président, maintenant, tu verras que le président a toujours parlé de la coordination de l'action gouvernementale. Le président dit par exemple dans son discours de 2013 au 31 décembre 2013, il dit d'où vient-il que l'action de l'État dans certains secteurs de notre économie paraissent parfois manquer de cohérence. C'est le président qui parle. Il voit de lisibilité. Il a déjà 32 ans au pouvoir. Il a 81 ans quand il fait ce discours. Est-ce que de 2013 à aujourd'hui, l'action du gouvernement a plus de lisibilité maintenant? Elle a plus de cohérence? Le chef de l'État parle. Il dit: pourquoi dans bien de cas, les délais de prise de décision constituent-ils encore des goulots d'étranglement dans la mise en œuvre des projets? Comment expliquer qu'une région de notre territoire ne puisse afficher un taux d'exécution du budget d'investissement public supérieur à 50%? C'est le président. Il est en train d'exprimer son mécontentement. Il a 81 ans. Il a 32 ans au pouvoir. Maintenant qu'il a 42 ans au pouvoir, le budget d'exécution dans les régions s'est amélioré? Pas du tout. Pas du tout. Ça a amené le président à poser la question. Serions-nous incapables de faire ce que d'autres pays comparables aux nôtres ont fait ou sont en train de faire? J'ai entendu des gens qui ergotent pour le compte du président à la télé. Le président lui-même parle, il dit, il traduit sa gêne. Une fois qu'il a fini de parler, ses supplétifs viennent parler le contraire, en disant non, mais le président n'a pas à regarder ce qui se passe ailleurs. Le président vous dit, serions-nous incapables de faire ce que des pays comparables aux nôtres? Les pays comparables aux nôtres en Afrique sont connus. Bien sûr. Le Cameroun n'est pas comparable à la Sierra Leone. Il est comparable à la Côte d'Ivoire. Et le président voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il voit ce qui se passe au Sénégal. Il voit ce qui se passe en Namibie. Il voit ce qui se passe en Afrique du Sud. Il voit. Et il aurait souhaité que cela se passe également ici, au Cameroun. Et il s'étonne. Et il répond à sa question. Il dit, je ne crois pas. Nous avons des hommes. Nous avons des femmes, des jeunes talentueux, ingénieurs, bien formés, entrepreneurs, capables de relever les défis. Mais il ne veut pas partir. Il dit qu'il y a des jeunes capables de relever les défis. Il ne leur laisse pas la possibilité de relever les défis. Le président est donc dans une contradiction qui nous amène à juger de la sincérité de son discours. Tu ne peux pas dire que vous avez des jeunes capables de relever les défis et vous les bloquez, vous les empêchez de vous accompagner, de vous remplacer aussi. Et le président continue. Il dit, nous avons des ressources naturelles. Ça, on nous l'a appris depuis l'école primaire. Il dit qu'elles sont d'ailleurs très abondantes. On nous a aussi appris ça. Sauf que nous ne voyons pas à quoi ça nous sert. Et le président dit, nous avons des institutions modernes, démocratiques. Notre pays connaît la paix. Il n'est pas en train de dire la vérité. Mais en fait,
En 2013, il n'y avait pas encore la guerre. Bien sûr. Ok, on peut lui concéder ça. Oui. Il parle de la stabilité et il pose la question. Alors, que nous manque-t-il? Donc le président sait qu'il nous manque des choses. C'est lui qui parle. Alors, que nous manque-t-il? Oui. Et il répond. Je crois que nous avons des progrès à faire sur 2 points importants. La primauté de l'intérêt général et la coordination de nos efforts. Le président parle de la coordination. Comment peut-il coordonner s'il est fatigué? Comment peut-il coordonner si quand il s'assoit, il va dormir? Un homme de 92 ans, si vous le voyez, il s'assoit, il s'endort. Un homme de 92 ans ne peut pas rester de 8 h le matin jusqu'à midi éveillé, en train de travailler. Personne ne doit même avoir l'outrecuidance de lui demander cela. Un homme de 92 ans, notre bon sens nous demande qu'un homme de 92 ans, on le laisse se reposer. Qu'on le laisse se reposer, n'est-ce pas? Qu'on s'occupe de lui. Sa toilette, sa nourriture, on lui rend visite pour s'assurer qu'il se porte bien. Oui. Et s'il est un peu malade, on s'occupe de cela. Vous ne pouvez pas avoir gouverné un pays et estimer que personne ne peut s'occuper de votre sécurité. Et le président accuse. Il dit, nous sommes un peuple d'individualistes, plus préoccupés de réussite personnelle que de l'intérêt général. Il parle à qui? Il parle à ses enfants. Il parle aux gens qu'il a formés. Il parle à aux Camerounais qu'il a dirigés en 42 ans. Il nous dit que nous sommes un peuple d'individualistes. À qui la faute? Donc, au stade où nous nous trouvons, tous les ingrédients sont réunis pour que le régime, démocratiquement, n'emporte pas la confiance des Camerounais. D'accord. Mais à une seule condition. Si tout le monde reconnaît que le régime est mauvais, il est pourri, les évêques dans la conférence épiscopale viennent de dire le niveau de délitement. On y reviendra justement. Il reste qu'en face, les gens vous posent toujours la question, oui, d'accord, mais on choisit donc qui? Donc la qualité de l'homme à choisir devient une préoccupation pour notre peuple. Je vous propose, M. Limilobe, justement, d'aborder cette question dans la seconde partie, la qualité, effectivement, de l'homme, du moins de l'opposition. Quel opposant, quelle opposition, justement, quel profil devrait-il avoir? On va aborder cette question dans la seconde partie, on rappelle.